Nous sommes le 26 janvier 2026. Pendant que vous regardez cette vidéo, la France enregistre officiellement une croissance de 1%. Les médias parlent de reprise, le gouvernement rassure, mais derrière les chiffres officiels se cachent des réalités économiques que peu de gens comprennent vraiment. Aujourd'hui, je vais vous expliquer, avec des données vérifiables et des sources officielles, ce qui se passe réellement dans l'économie française. Non pas pour faire peur, mais pour vous donner les informations factuelles dont vous avez besoin pour prendre des décisions éclairées. Restez jusqu'à la fin, car je vais vous donner 3 indicateurs clés à surveiller vous-même pour comprendre où va vraiment l'économie française. Commençons par ce que les chiffres officiels nous disent vraiment. Selon l'INSEE, l'Institut national de la statistique et des études économiques, la croissance française devrait atteindre 1% en 2026. Ce chiffre provient de la note de conjoncture publiée le 17 décembre 2025. C'est une information publique, vérifiable, officielle. 1% de croissance, cela semble positif, n'est-ce pas? Le problème, c'est le contexte. Regardons plus profondément. La France est la 7e puissance économique mondiale, selon le Fonds monétaire international. Notre produit intérieur brut nominal était de 2 919 milliards d'euros en 2024. C'est énorme. Nous sommes un pays riche, développé, avec une économie diversifiée. Mais voici ce que les chiffres ne disent pas immédiatement. Cette croissance de 1% est l'une des plus faibles de la zone euro. L'Observatoire français des conjonctures économiques, l'OFCE, dans son rapport de janvier 2026, note que la France affiche une croissance inférieure à la moyenne européenne. Pourquoi? Plusieurs facteurs explicatifs apparaissent dans les analyses officielles. Premièrement, l'incertitude politique. Depuis la dissolution de l'Assemblée nationale à l'été 2024, l'INSEE et l'OFCE notent tous deux une montée du pessimisme chez les ménages français. Ce n'est pas une opinion, c'est mesuré par des enquêtes de confiance standardisées. Dorian Roucher, chef du département de la conjoncture à l'INSEE, déclare dans la conférence de presse du 17 décembre 2025, et je cite, « Le pessimisme a mis longtemps à se diffuser chez les ménages, mais il a ensuite persisté. Ce pessimisme est spécifique à la France. Il n'existe pas avec la même intensité en Allemagne ou en Italie, selon les mêmes indicateurs européens. Deuxièmement, la consommation des ménages patine. Toujours selon l'INSEE, la consommation ne devrait augmenter que de 0,3% par trimestre jusqu'à mi-2026. C'est très faible. Pour une économie qui dépend à près de 55% de la consommation intérieure, c'est problématique. Pourquoi les Français ne consomment-ils pas? Parce qu'ils épargnent. Le taux d'épargne des ménages français atteint 18,1% mi-2026, selon les projections de l'INSEE. En 2019, avant la pandémie, il était à 15%. Les Français gardent leur argent, ils ne font pas confiance à l'avenir. Troisièmement, le chômage remonte légèrement. Le taux de chômage devrait atteindre 7,8% de la population active mi-2026 contre 7,5% fin 2025. Ce n'est pas dramatique, mais c'est une inversion de tendance. Après des années de baisse, le chômage repart à la hausse. L'OFCE va plus loin. Dans ses perspectives 2025-2026, l'Observatoire prévoit la perte de 190 000 emplois sur la période. 190 000 personnes. Ce n'est pas rien. Quatrièmement, l'investissement des entreprises reste en berne. Malgré la baisse des taux directeurs de la Banque centrale européenne, les entreprises françaises n'investissent pas. Pourquoi? L'incertitude. Tant que le cadre politique et budgétaire n'est pas clair, les chefs d'entreprise attendent. Cinquièmement, et c'est peut-être le plus important, le déficit budgétaire. Le gouvernement vise un déficit de 4,6% du PIB pour 2026, selon le projet de loi de finances. Mais le rapport économique, social et financier publié par la Direction générale du Trésor, le 15 octobre 2025 indique un déficit à 4,7%. La différence peut sembler minime, mais regardez la trajectoire. En 2025, le déficit était de 5,4%. L'objectif est de revenir sous les 3% d'ici 2029. Cela signifie qu'il faut réduire le déficit de près de 2 points de PIB en 3 ans. C'est colossal. Pour y arriver, le gouvernement prévoit 43,8 milliards d'euros d'économies sur 4 ans. Où vont être faites ces économies? Sur les dépenses publiques, sur les aides aux entreprises, sur les dispositifs sociaux, sur l'investissement public. Parlons maintenant de ce que le gouvernement appelle pudiquement la consolidation budgétaire. Consolidation, c'est un euphémisme. Ce que cela signifie concrètement, c'est moins d'argent pour les services publics, moins pour les collectivités locales, moins pour les programmes sociaux. L'OFCE estime l'impact de cette consolidation à moins 0,4 points de PIB sur l'activité économique. Moins 0,4 points, cela peut sembler technique. Voici ce que cela veut dire.
Sans cette consolidation, la croissance aurait été plus forte. La consolidation budgétaire freine volontairement l'économie pour réduire le déficit. C'est un choix politique, un choix difficile, mais un choix qui a des conséquences réelles sur la croissance et l'emploi. Et voici quelque chose que peu de gens réalisent. La France n'a pas voté de budget pour 2026 au 25 janvier. Nous fonctionnons avec une loi spéciale. Cette situation a un coût économique direct. L'Observatoire français des conjonctures économiques estime que si la loi spéciale devait s'appliquer toute l'année, cela entraînerait une perte de 6,5 milliards d'euros de recettes pour l'État. 6,5 milliards, c'est l'équivalent du budget annuel de plusieurs ministères. C'est considérable. François Villeroy de Gallo, gouverneur de la Banque de France, a publiquement déclaré que dans un tel scénario, le déficit serait nettement supérieur aux objectifs. Ce n'est pas un opposant politique qui parle, c'est le chef de la Banque centrale nationale, une institution indépendante. Maintenant, parlons de productivité. C'est un sujet technique mais absolument crucial. La productivité, c'est la quantité de richesse créée par heure de travail. Si la productivité augmente, l'économie peut croître sans embaucher plus. Si elle stagne, il faut plus de travailleurs pour créer la même richesse. Bonne nouvelle. Selon l'OFCE, dans son analyse publiée dans L'économie française 2026, la productivité française surmonte enfin la crise sanitaire. Après 2 années de stagnation, elle s'est redressée. Mais ce redressement cache une réalité complexe. La productivité augmente en partie parce que l'emploi diminue. Moins d'employés pour le même niveau de production égale une meilleure productivité statistique. Ce n'est pas nécessairement positif socialement. Parlons maintenant du commerce extérieur. La France est très intégrée dans l'économie mondiale. Nos exportations et importations représentent une part importante de notre PIB. En 2026, selon l'OFCE et l'INSEE, le commerce mondial devrait retrouver une légère croissance. Mais la France fait face à un défi majeur. La concurrence chinoise s'intensifie en Europe. Les États-Unis, sous l'administration Trump, ont fermé leur marché. Les produits chinois se reportent massivement vers l'Europe. Résultat, les entreprises françaises font face à une concurrence accrue sur leur propre territoire et perdent des parts de marché à l'export. L'INSEE qualifie l'Europe de grande perdante des tensions commerciales dans sa note de conjoncture. Maintenant, une question essentielle. Pourquoi cette fragilité économique n'est-elle pas plus visible? Plusieurs raisons expliquent cela. Premièrement, les chiffres de croissance sont positifs. 1%, c'est positif. Les gens entendent « croissance » et pensent que tout va bien. Ils ne comparent pas avec les autres pays. Ils ne regardent pas la trajectoire à long terme. Deuxièmement, l'inflation a baissé. En 2026, l'inflation devrait être autour de 1,1 à 1,3% selon les différentes institutions. C'est un soulagement énorme après 2 années difficiles. Les gens ont l'impression que la situation s'améliore. Troisièmement, le chômage reste relativement bas, à 7,8%. Dans les années 2000, il était souvent au-dessus de 9 ou 10%. Relativement, 7,8% semble acceptable. Mais voici ce que ces chiffres masquent. L'économie française croît moins vite que ses voisins. Elle accumule des déséquilibres budgétaires massifs. Elle perd de la compétitivité. Et surtout, elle n'investit pas suffisamment dans son avenir. L'investissement public et privé est crucial pour la croissance future. Si nous n'investissons pas aujourd'hui dans l'éducation, la recherche, les infrastructures, la transition énergétique, nous hypothéquons notre capacité à croître demain. Or, l'investissement des entreprises reste faible en 2026. L'investissement public va être contraint par la consolidation budgétaire. C'est un cercle vicieux. Alors, que devez-vous surveiller vous-même pour comprendre où va l'économie française? Premier indicateur, le taux d'épargne des ménages. Si ce taux continue d'augmenter, cela signifie que les Français n'ont pas confiance. Ils se préparent au pire. Un taux d'épargne élevé est mauvais pour la croissance à court terme. Vous pouvez suivre ce chiffre gratuitement sur le site de l'INSEE. Il est publié trimestriellement dans les comptes nationaux. Deuxième indicateur, le climat des affaires. L'INSEE publie chaque mois une enquête de conjoncture auprès des chefs d'entreprise. Si le climat des affaires se dégrade, c'est un signal d'alarme. Cela signifie que les entrepreneurs voient l'avenir en noir, et les entrepreneurs sont souvent de bons indicateurs avancés. Vous pouvez consulter cet indicateur gratuitement sur insee.fr, section indicateurs de conjoncture. Troisième indicateur, l'évolution du chômage des jeunes. Le chômage global est important, mais le chômage des jeunes est encore plus révélateur. Si les jeunes ne trouvent pas d'emploi, c'est le signe que l'économie ne crée pas assez d'opportunités nouvelles. L'INSEE publie ces données mensuellement. Surveillez particulièrement le chômage des moins de 25 ans. Maintenant, que pouvez-vous faire personnellement? Je ne vais pas vous donner de conseils financiers. Je ne suis pas conseiller financier. Mais voici des réflexions basées sur ce que nous savons de l'économie. 1. Diversifiez vos compétences. Dans une économie fragile, l'employabilité est votre meilleure protection.
Si vous pouvez faire plusieurs choses, si vous êtes adaptable, vous serez plus résilient. 2. Gardez une épargne de précaution. Les économistes recommandent généralement 3 à 6 mois de dépenses en épargne liquide. Dans un contexte d'incertitude économique, cette recommandation prend tout son sens. 3. Investissez dans votre formation. L'économie change rapidement. Les compétences d'aujourd'hui ne seront peut-être pas celles de demain. La formation continue est un investissement qui rapporte toujours. 4. Soyez informés. Suivez les indicateurs économiques officiels. Ne vous fiez pas uniquement aux gros titres. Allez voir les sources primaires. L'INSEE, l'OFCE, la Banque de France, la Direction générale du Trésor publient gratuitement des données de qualité. 5. Participez au débat démocratique. L'économie n'est pas une fatalité. Ce sont des choix politiques, des choix de société. Votre voix compte. Informez-vous, votez, exprimez-vous. Voici une dernière réflexion importante. La France n'est pas en faillite. Utiliser le mot « faillite » serait trompeur et inexact. La France est une économie développée, diversifiée, avec d'énormes atouts. Nous avons des entreprises innovantes, des travailleurs qualifiés, des infrastructures de qualité, un système de protection sociale solide. Mais la France fait face à des fragilités structurelles, un déficit budgétaire chronique depuis 52 ans, une dette publique élevée, une croissance faible, une compétitivité en déclin. Ces fragilités ne vont pas provoquer un effondrement du jour au lendemain, mais elles limitent nos marges de manœuvre. Elles réduisent notre capacité à faire face aux crises futures. Et les crises futures viendront. Le changement climatique va nécessiter des investissements massifs. Le vieillissement de la population va peser sur les finances publiques. Les tensions géopolitiques vont continuer à perturber le commerce mondial. La transition énergétique va demander des ressources considérables. Si nous n'assainissons pas nos finances publiques maintenant, si nous ne retrouvons pas une croissance plus dynamique, si nous ne réinvestissons pas dans notre économie, ces défis futurs seront beaucoup plus difficiles à relever. C'est cela la vraie question. Pas la France va-t-elle faire faillite demain ? Mais la France sera-t-elle capable de faire face aux défis de demain avec les fragilités d'aujourd'hui ? La réponse à cette question dépend des choix que nous faisons collectivement maintenant. Des choix politiques, des choix budgétaires, des choix d'investissement, des choix de société. Si cette vidéo vous a donné des informations factuelles utiles, si elle vous a aidé à comprendre la situation économique française avec des données vérifiables, abonnez-vous et activez la cloche. Partagez cette vidéo avec vos proches. Une société informée prend de meilleures décisions. Et dites-moi en commentaire, quel indicateur économique surveillez-vous personnellement ? Comment percevez-vous la situation économique dans votre région, dans votre secteur ? Prenez soin de vous et de votre avenir économique. Avec des informations factuelles et une réflexion critique, nous pouvons tous naviguer ces temps incertains. À très bientôt.